Hello, everybody. We are beginning now a new session of the symposium on recipe, an experimental session, because we will try to discuss around demonstrations of recipes, of medieval recipes, medieval or modern recipes, with explanations and reflections on the way to do this, way to implement really the ancient cookery in the reality of today. This is the main question, and how this implementation can help us to understand better the documents we studied, that means the written recipes. Alors, first of all, today, this morning, we here will be in a small group. I will speak with, present the recipe with Fabien Mullers, and also Virginie Hullet will manage the Q&A channel. So good morning to Fabien, good morning to Virginie. Hello, Bruno. Hello, Bruno. Good evening, everyone. Good morning, everyone. So I explain you the Q&A bubble below your screen. I'm waiting your question in this bubble, and don't hesitate to use it during the presentation. I come back with the question after the talk. Today, the questions are in French or in English. Don't hesitate to use both language, and if necessary, I translate the question. Donc, pour les francophones, la question-réponse, c'est par le petit onglet question-réponse en dessous de votre écran, et ne pas hésiter à écrire en français, je le comprends parfaitement. Merci Virginie. Thank you, Virginie. So, this morning we propose 3 different recipes, but and 3 different demonstrations, but they have something in common. They take place in a series whose name is Corema Recipes. You remember Corema? This is this research program on cooking recipes in the Middle Ages. And in this program, we thought that it would be useful to propose some videos of ancient recipes, of medieval recipes. Why? For 2 reasons, in fact. The first reason was the idea of valorization, the valorization of what the researchers do when they study the medieval cookery, and valorization towards a large public. That's why we decided to diffuse, to broadcast these recipes, this demonstration, through the YouTube channel, to the Corema YouTube channel. So 2 of the recipes that we will propose today are still on our YouTube channel, respectively number 5 and number 6. In fact, we have already 7
numbers of recipes on YouTube. This is the first season. And we began also to turn the second season. You know, it's like the important series on Netflix or so on. There is a season 1 and there is a season 2. And as an avant-première, and we say, as we say in French, you will have the number 1 of the second season today. I must explain you 2 things. The first 2 videos are in French without any subtitles in English. So I will explain a little bit the issue of these recipes. The last one is with English subtitle. First. Second, these demonstrations are based on real recipes, coming from medieval documents. It's very important because it's a reflection on the way to execute, I would say, the recipes now, but also on the way that this implementation, this execution can help us to understand the text. This is go and return between recipes, real demonstrations, and the text by themselves. We decided also to make this series because during the pandemic, of course, because of the confinement, I don't know if it's really the term in English, we were afraid that many people forgot the existence of Corema. That's why we did this demonstration. And also in Corema, we have the chance to have with us Fabian Müllers. And Fabian Müllers is for a long time, I don't know exactly how much time, maybe 20 years? Yeah, fast 25. Okay, so 25 years at least, more than 25 years, is working in the reconstitution or the restitution, as it says, or even the evocations, in some case, of medieval cuisine and cookery. So he's very competent in this area. So these demonstrations are the result of a collaboration between Corema and Cuisine Historique, which is the collective, the association he managed. So maybe it's enough for the general presentation. Now I would like to present the first recipe. The first recipe is a cameline sauce, as in tournai. In French, la cameline comme à tournai. It's taken from a famous cookbook whose name is Ménagier de Paris. The Ménagier de Paris was a sort of domestic encyclopedia written by an old man in Paris, probably at the end of the 14th century, for his young wife, who was so young that her husband supposed she would become a widow in some years. That's why he wrote
this encyclopedia. And included in this big encyclopedia, there is a huge cookbook with hundreds of recipes and some recipes that you don't find in any other cookbook. And there are some peculiarities and some precisions on some points that you don't find. This recipe is about camelin. Camelin is the most common sauce in the Western cookery. You find camelin almost everywhere in the Western Europe. In France, we are at Tournai in the Hainaut. That means in the now Belgium, but in the north of the French kingdom in the Middle Ages. This recipe of camelin, as done at Tournai, is a French camelin. We will explain that during the demonstration, but it's a French camelin with a northern touch. This northern touch is, for example, very clear by the using of sugar, which is peculiar. The French camelin usually doesn't include sugar. In France, the mixing of spices fundamental for the camelin is a combination between ginger and cannel and cinnamon. And it will be discussed during these demonstrations. It's also a sauce camelin adapted to the season, camelin for winter. There can be also camelin for summer. And we discuss during the demonstration how using white or red wine or boiled or cold wine gives a really different result. And this is the result that we taste, that we experiment during these demonstrations. So I suggest we begin to see this demonstration, and I open this session of demonstration with this camelin sauce as in Tournai. And thank you to Christophe for showing these demos. Nota qu'à Tournai, pour faire cameline, l'on broie gingembre, cannelle et safran, et demi-noix muguette. Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus dans ma cuisine où, avec Bruno Loriot, nous allons vous parler aujourd'hui de la sauce cameline. On parle de cameline d'été, de cameline d'hiver. Et là, c'est plutôt une cameline d'hiver qu'on va vous faire. Oui, la sauce cameline, en fait, elle fait partie, dans de nombreux récepteurs, des sauces non bouillues, donc des sauces qui ne sont pas bouillies. Mais celles d'hiver, que l'on retrouve ici dans le ménager de Paris, eh bien, on nous dit de la faire bouillir. Alors, on va un peu tester et réaliser plusieurs sauces camelines différentes. Alors, pourquoi cameline ? Parce que l'hypothèse la plus probable, c'est que le résultat final, c'est la couleur à peu près du chameau. Et donc, ce qui permet d'avoir cette couleur, c'est différentes choses. La cannelle d'abord, mais pas uniquement. Le pain grillé aussi. Voilà, un certain nombre de choses qui concourent à cette couleur. Et cette recherche de la couleur, c'est ce qui va également orienter notre choix dans les ingrédients. On nous dit par exemple d'utiliser du vin, mais si on veut avoir cette couleur claire, comme vient de le dire Bruno, eh bien on ne va pas utiliser du vin rouge, on va utiliser plutôt du vin blanc. Mais là aussi, je vous propose de faire des tests différents et puis après,
je ferai goûter à notre maître historien. Alors, on va faire notre mélange d'épices. Donc, je vais râper ma noix muscade. Si on n'a pas de râpe au couteau, comme ceci, vous voyez, très facilement. Alors la recette dit une demi-noix muscade, mais on n'est pas obligé de la suivre. Et en plus, c'est la seule quantité qui est indiquée. Hein. Je ne sais pas pourquoi. On est toujours dans cette imprécision au niveau des quantités d'épices. Et c'est vrai qu'une demi-noix muscade, ça ferait énorme. Ou alors, il faut compenser avec énormément d'autres épices. C'est ça, c'est ça. Et aussi, peut-être beaucoup plus de liquide, beaucoup plus de... Alors là, n'ayant pas de réel dosage, je vous propose de mettre une pincée de noix muscade. Voilà, petit pincée et demi. Ensuite, nous allons rajouter de la cannelle. Alors, bien que l'on ne consomme pas de café au Moyen-Âge, je vais utiliser un ustensile pratique pour les dosages aujourd'hui, à savoir 2 cuillères à café de cannelle. Et là, tu mets plus de cannelle. Je mets beaucoup plus de cannelle et en même proportion du gingembre. Mais le mariage des deux, cannelle et gingembre ensemble, c'est vraiment un mariage particulier et très harmonieux. L'attaque du gingembre se marie avec la suavité de la cannelle. Et on verra le résultat. Et ça fait la spécificité de la cannelle française par rapport aux autres. Effectivement, c'est ce mélange cannelle-gingembre. Il faut voir qu'en France, à l'époque, l'épice la plus consommée, c'est le gingembre. En autre épice, nous avons également du safran. Oui. Et donc là, nous allons broyer le safran. Donc des filaments séchés de safran. Si vous avez des dosettes de safran, eh bien une dosette, ça fait 0,1 g. Ce qui est parfait. Donc on va broyer ce safran. Comme il est bien sec, on devrait avoir une poudre assez fine. Mais le problème, c'est que dans mon mortier en pierre, eh bien, je ne vais pas récupérer tout le safran. Il va en rester un petit peu incrusté dans la pierre. Les auteurs médiévaux ont déjà été confrontés au même problème. C'est la raison pour laquelle on nous précise souvent de broyer le pain dans le même mortier en dernier pour que la chapelure vienne récupérer toutes les épices qui seraient à l'intérieur du mortier. Donc là, je prends du pain blanc sec. Et il va falloir le broyer. Il va servir à quoi ce pain? Eh bien, le pain va servir, au même titre que les épices, à venir lier la sauce. C'est principalement d'ailleurs le pain qui va venir lier la sauce. Mais le fait d'utiliser des épices en poudre a de toute façon une incidence sur la liaison. Encore plus si on fait chauffer la sauce. Voilà, donc là, j'ai une chapelure qui est bien fine. Ouais. Donc, sauce cameline chauffée. Avec du vin blanc. Avec du vin blanc. C'est du vin blanc doux, sec? Oui, c'est un vin blanc doux. En l'occurrence, là, c'est un Loupiac. D'accord. Donc, on a déjà une certaine douceur. Est-ce que la recette du Ménager de Paris précise de rajouter du sucre? Oui, absolument. Je confirme. Le vin est déjà naturellement doux. On va mettre... On va peut-être pas rajouter de sucre, c'est pas obligatoire. Une petite cuillère quand même. Donc, j'ai mis 2 cuillères d'épices. Je rajoute une cuillère de sucre. C'est du sucre, ça? Oui, c'est du sucre roux en poudre. D'accord. Je viens bien mélanger le tout et on va faire chauffer la sauce. Cette fois-ci non bouillie. Non bouillie, quoi. non chauffée, avec 2 cuillères d'épices, 1 cuillère de sucre. Je rajoute mon vin blanc. Et là, on va se rendre compte très vite de quelque chose. C'est que déjà, donc, on a une sauce marron. On est plus, la proportion de cannelle nous amène plus vers le marron que vers le jaune du paquet de cannelle dont je parlais tout à l'heure. C'est un chameau un peu foncé. Voilà. Oui. On est sur une sauce qui est très liquide, trop liquide. Alors je vous propose de rajouter du pain broyé. Faut que ça soit bien lié, quoi. Ouais.
par le geste auguste du broyeur, au mortier. Voilà, donc on a un peu plus de consistance, mais on reste toujours sur quelque chose de très liquide. On va faire, avec le reliquat d'épices qui nous reste, on va faire la cameline rouge. Je rajoute mon vin. Je rajoute du sucre. Je mélange bien tout. Et je propose celle-ci de la faire chauffer aussi. On aura 2 points de comparaison sur les sauces chauffées. Et ça rajoute quand même de la consistance. Donc la sauce qui est dans la casserole, on voit tout de suite qu'en chauffant, on a une épaisseur et une onctuosité qui s'est créée et que l'on n'a absolument pas dans la sauce qui, elle, n'est pas chauffée. Donc c'est une cameline, ou plutôt 3 camelines parmi d'autres. Il y a beaucoup de recettes de camelines différentes à la fin du Moyen-Âge, différentes selon les lieux, différentes selon les époques. Là, on a une cameline qui a été écrite dans le cadre d'un livre, sans doute composé à Paris à la fin du XIVe siècle, mais qui fait référence à la ville de Tournai, donc en Belgique actuelle. Donc, c'est-à-dire une région où en fait on consomme un peu plus de sucre, par exemple, qu'en France. Et donc c'est pour ça aussi que cette cameline intègre du sucre. Donc ça, c'est loin d'être systématique. Les Français préfèrent un goût un peu plus acide, un peu plus pointu, on va dire. C'est vrai que dans cette sauce cameline, il n'y a pas de vinaigre, il n'y a pas de verjus non plus. Exactement. Elle fait pas très français, quoi. Elle fait plus nordique, on ne peut pas dire belge, mais donc voilà, bourguignon, comme on disait à l'époque, puisque ça faisait partie de la Bourgogne. Alors, la cameline, selon les recettes, pouvait intégrer d'autres épices, par exemple la graine de paradis, donc une épice d'origine africaine, la maniguette, voilà, très piquante, ou également très très piquant, le poivre long, par exemple, qui vient d'Inde, lui, pouvait être également intégré à la cameline. La cameline était vendue toute faite. Donc c'était un peu, comme on dit, le ketchup du Moyen-Âge. Alors Bruno, je te propose de goûter ces 3 sauces, donc bien différentes. Oui. Cameline rouge bouillie, cameline blanche bouillie et cameline blanche non bouillie. On peut en mettre de trop, parce que... C'est pas mal. Il faudrait presque se rincer la bouche, mais comment on se rincerait la bouche, avec de l'eau. On va faire des taches dans le marbre. C'est mieux. C'est beaucoup allez. Donc déjà, elle est nettement mieux liée. Et puis, il y a vraiment du sucre là-dedans? Juste une cuillère. Ouais, et elle n'a pas le goût du vin. Dans la première, comme ça n'a pas chauffé, on a vraiment le goût du vin. C'est ça. Alors que là... je la trouve moins bien. Je trouve celle-ci la mieux. Alors là aussi, on a utilisé un vin rouge qui a un peu de corps. On peut mettre aussi plus de sucre pour adoucir. Il en faudrait davantage. On n'a pas les dosages. C'est vrai, là j'ai fait 3 recettes. On est plus dans une démarche d'expérimentation aujourd'hui que vraiment dans l'idée de vous livrer une recette. Une fois de plus, comme avec toutes les recettes du Moyen-Âge, chers amis, je vous propose de vous inspirer de ce que l'on a fait, de vous approprier la recette et de faire une sauce cameline qui vous ressemble. Alors, chers amis, nous espérons que ce tuto recette au cœur du Moyen-Âge vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, commenter, partager. Faites-nous part également de vos idées ou de vos envies et nous reviendrons très prochainement avec un nouveau tuto recette. Bruno Loriot, merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Hello to everybody again. I hope you hear me.
maybe we can ask some question if there is about this demonstration, even some clarifications of some French words which were used and maybe not completely understood. So please, Virginie, can you tell us about the questions? At the moment, we don't have question about comprehension, but I have a question in French. Marion Lamé nous demande si la sauce cameline irait bien avec de la viande grillée, du poulet ou du bœuf, et si c'est raisonnable de faire cela ce dimanche. Okay. Yes, of course. So the question was, does this cameline sauce good with meat, with chicken or with beef? Yes, of course, with a grilled, roasted meat, it is a perfect sauce. For the red meat, for beef, for example, I think the red wine cameline is better, but perhaps with more sugar. When we make this test with you, we don't put a lot of sugar because in France we don't have the comment tu dis, Bruno, ce goût du sucré? Taste for sugar. Taste for ouais. sugar. Yes. Ouais. C'est cette sweet touch. Donc, so I think really I make a lot of the different tests with this cameline sauce with hot wine. It's really better because we have une sauce plus onctueuse, creamy or something like that. Yes. More onctuosity. Et donc, je vais continuer en français. Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire chauffer la sauce parce que les épices et la mie de pain vont beaucoup mieux se lier et donner une consistance à la sauce qui sera beaucoup plus agréable. Le fait de faire chauffer le vin permet également d'atténuer le goût de l'alcool. Et enfin, voilà, pour les viandes rouges, je trouve la cameline bien plus intéressante avec du vin rouge qui aura plus de charpente peut-être, mais ne pas hésiter à la sucrer pour apporter vraiment de la douceur. Et après, pour d'autres viandes comme le poulet ou même le poisson, une cameline à base de vin blanc est vraiment excellente. Okay, thank you. So cameline can be used in the medieval cookery in many recipes. In fact, it's a sauce à tout faire. That means in the videos. I don't know if you saw it, but I said that it is the ketchup of Middle Ages. It's a little bit exaggerated, maybe, but not completely false, because in fact it was sold by merchants already done, this sauce. So it was really a common sauce. I have another question. Maybe more for Bruno or you. You talk about differences of taste and English recipes between the North and the France. Are there another difference depending on the other region or country? And what about the Arabic world? So, yeah. We have in any region in France or in Europe, we have the difference. Of course, in the south of France, we have the recipes we have contains more sugar. And not in the west of the France. So, and for the Arabic influence, so perhaps
Bruno, you will answer. I don't understand completely the question. Why there is no Arabic influence in the French cookery? As soon as we know, the only influence, precise influence of Arabic repertory, not exactly cookery in the medieval cookery, are in some Italian recipes of the 14th century, like Limonia, Romagna, etc. And they can be found in the south of France, in the Occitan manuscript that we will discuss at the end of this session. And also in England, during the 13th century, we have some two tracts written in French, in fact, what we call Anglo-Normand, which shows some influence of the cooking repertory. You know, it's not a question of using this ingredient, this recipe. It's the title of the recipe, which is taken from the Arabic world through, we don't know what exactly. There was no demonstration. It's a subject of many, many, many debates and papers and books, through maybe the influence of medical books, like the one we discussed 2 days ago. So it's really a big issue, and it's not absolutely demonstrated that there was any influence of the Arabic cookery on the Western cookery. We find recipes too with a name like Brouet Sarrasinois, but it's more in the art of Sarrasinois. It is a build we have from the Islam kitchen in France, and we do like Islamic. Yes, this is not an image of the Arabic cookery. It's an image of the Arabic world, in fact, because this sauce is black, and people in the Middle Ages imagine that the Islamic world is a country where people are black. This is the meaning of Moro, Maori. That means people who are black. So, who are black. So it's just in the imagination. In this Brouet Sarrasin, there is wine. So it's impossible, for example, in the Islamic world. And there is also lard. That means pork grease. So we are, you're perfectly right, Fabien, we are in the imagination, a representation, a stereotype. Yeah. Exactly. More than a real influence, to my mind. Thank you. Now I have a question about your methodology from Marion Lamé. Would you suggest to taste it at each step in order to keep control on the result? At the same time, taste it each step to increase the risk of betraying the original taste. Faut-il goûter à chaque étape, ou est-ce que prendre le risque anachronique, car on prendrait à modifier la recette spontanément au fur et à mesure de ces tests et de ces... Bon. Ben, je pense sincèrement que le cuisinier à l'époque goûtait au fur et à mesure. Hein, et il n'attendait pas d'avoir raté un plat pour essayer de le rajuster. Même si on a aussi des trucs et astuces dans certains réceptaires pour rattraper une sauce qui aurait accroché, par exemple. Hein. Mais nous, en ce qui nous concerne, quand on fait ces tests avec Bruno, notre expérience et notre regard, à la fois en tant qu'historien et cuisinier, nous permet de réaliser la recette et de faire le test final.
les recettes que l'on présente dans ces enfin, c'est pas vraiment des tutos recettes, hein, ce sont des expérimentations de recettes médiévales. Alors il y a parfois des découvertes, hein, des recettes qu'on n'a jamais réalisées, et on peut se dire bon ben voilà, on se met un petit peu au défi. Mais en ce qui concerne les sauces camelines, cela c'est quand même des sauces qui sont vraiment maîtrisées. Et là, le jeu, c'était ben voilà, de faire 3 sauces différentes avec des façons de faire, même si les épices étaient les mêmes. Un des ingrédients principaux, c'était d'ailleurs le vin différé. Et puis, il y avait ce côté bouilli ou non bouilli, donc, qui permettait de, de voir à la fin, mais vraiment à la fin, quand tout était réalisé, de faire un test comme ça des 3 sauces. Okay, we have to stop. Just a last question from Beatrice Regnault about the using of kind of wines. She said that if we use strong wine, Yeah. it can change the taste, and it's different, of course, of the medieval situation where the wine was of low degree in alcohol. And I agree with her. Maybe we have to use really small wines, vin léger, to reach a situation that is near the medieval situation. Even if in the last centuries of Middle Ages, there is a new fashion for the strong wine and the strong red wine, the Burgundy wines, in fact. And we are in the Burgundian states. So maybe a light Burgundy wine could be a good compromise to use in this hot cameline. Okay, so we go now for the second recipe. The second recipe is different. It comes from an Italian text whose name is Liber de Coquina. It was known at least from the beginning of the 14th century. It was a famous cookery collection because it was known in France, it was known in Italy, it was known in Germany. So it was really a European success. And we selected in this collection, which is written originally in Latin, we have selected a recipe for a pie of truth. That means a fish inside a pasty, a fish inside a pie, which is very common in the European cookery, but with some special difficulties, peculiar difficulties that we discuss during the demonstration, especially the fact to include inside the pie some liquid, a mixture of water, of rose water, and here verjuice, but in the original recipe it's with orange juice, but not a sweet orange juice, a bitter orange juice, bigarade, if you want. So maybe we can begin immediately this video because we're a little bit late. Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre cuisine où avec Bruno Loriot, nous allons vous parler aujourd'hui du pâté de truite. Une recette qui vient d'un réceptaire culinaire italien, c'est cela? Absolument, un récepteur très diffusé à la fin du Moyen-Âge, cher Fabien, notamment en Italie, mais pas seulement, en Angleterre, en Allemagne, en France, qui s'appelle le Liber de Coquina, autrement dit le livre de cuisine. Et donc, il y a des recettes
très spectaculaire, et celle-ci fait partie des recettes, peut-être pas très spectaculaires, mais quand même assez impressionnantes. Visuellement intéressante. Visuellement intéressante. On n'est pas du tout sur une sorte de ragoût, sur un plat bouilli, mijoté. On est sur un pasté. Donc un pasté, il faut comprendre que c'est un pâté, mais où il y a de la pâte. Donc on va réaliser une pâte. Un pâté en croûte, quoi, comment dire. Ouais. Une truite en croûte. La bonne traduction, ça serait une truite en croûte. Absolument. Alors ici, nous avons une belle truite et on va commencer par lever les filets. C'est une bonne idée. En évitant d'avoir des arêtes dans notre préparation. Alors, on va commencer par lui couper la tête. Une fois qu'on a levé les filets, enlevé les arêtes et enlevé la peau, eh bien, il va falloir réaliser la pâte. Alors Bruno, je suis parti sur une base de pâte brisée avec de la farine et du beurre. Ça ne fait pas très italien en effet, mais en même temps, il semble que ce livre de cuisine soit originaire du sud de l'Italie. Alors vous allez me dire, le beurre dans le sud de l'Italie, mais c'est sous domination des Angevins de Naples. Donc il est possible qu'il y ait une partie du texte qui relève un peu de cette civilisation-là. Donc c'est pas totalement exclu. Mais alors ton avis, j'utilise du beurre comme prévu ou alors de l'huile d'olive? Moi personnellement, je mettrais de l'huile, mais c'est pas moi qui vais faire la recette. Eh bien, essayons avec de l'huile alors. Donc j'ai ma farine, je vais rajouter du sel. Alors c'est pas du sel italien non plus, hein, c'est du sel de Guérande. Il faut voir que dans la recette, rien n'est dit de ce côté-là. Oui. Hein. On dit, voilà, vous faites une forme de pâte. Donc, eh bien, essayons. Voilà. Donc je mets de l'huile d'olive et il va falloir que je mélange ma farine et mon huile pour essayer d'obtenir une sorte de petite semoule très rapidement. Voilà, vous voyez, comme ceci, en mélangeant la farine et la pâte. Et tu as l'habitude de faire avec de l'huile ou c'est la première fois. Ah, mais donc on est dans l'expérimentation. Complètement. Pour faire une bonne pâte brisée, prenez 300 g de farine, 150 g de beurre, du sel, et une fois que vous avez procédé ainsi, vous rajoutez 8 centilitres d'eau. Là, je procède un petit peu à l'œil et on va voir ce que ça donne. Donc je rajoute un petit peu d'eau pour réaliser la pâte. Voilà, la pâte est réalisée. Maintenant, que dit la recette? La recette ne dit pas grand-chose, en fait. Elle nous dit simplement qu'il faut ajouter des épices. Mais lesquelles? Mais lesquelles, ça, elle ne nous le dit pas, sauf le safran. Alors, si on en juge par le goût plutôt italien, du XIIIe, XIVe siècle, peut-être du gingembre. Donc, du gingembre, oui, on en a du moulu. Sinon... Est-ce qu'on rajouterait pas du clou de girofle, l'association clou de girofle et gingembre? Très bien, très bien. Une petite pointe de muscade? Une toute petite pointe de muscade, oui. Et la graine de paradis, par exemple, en Italie, elle est... Non, c'est pas du tout répandu. C'est pas du tout un goût italien. D'accord. Et est-ce que le poivre long à ce moment-là ou... Moins. Donc, moi, je trouve là ton association pas mal. Peut-être avec du poivre tout court. D'accord, et on rajoutera un peu de poivre moulin. Voilà. Alors, donc pour résumer, gingembre, clou de girofle, muscade, safran et du poivre. Et... Tu saupoudres, hein. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc. Je ne vais pas tout mettre, je vais non, juste... Non. Et maintenant, on va faire le pâté, c'est-à-dire mettre la truite dans la pâte. Alors la recette, si on la lit bien, nous demande de faire 2 trous, un près de la queue et un près de la tête. Donc ces trous doivent servir à quoi? Alors ces trous, ensuite, d'après le texte, après cuisson, on ajoutera dans ces trous de l'eau de rose.
notamment. D'accord, donc ces trous vont venir nous permettre d'imbiber le poisson post-cuisson. Une fois que la pâte sera cuite. Et il suffit de mettre au four, dans un four chaud, 180 degrés, pendant à peu près 30 minutes. Et voilà, notre pâté de truite sort du four. Donc le problème, c'est d'ajouter effectivement de l'eau de rose, mélangée normalement à du jus d'orange amer, mais bon, là on n'en a pas sous la main, donc ce sera un élément acide qui est le verjus, à travers les deux trous qui ont été ménagés, un à la queue, un à la tête, selon les instructions précises de la recette. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment faire? Alors déjà, je vais mélanger un peu de verjus avec de l'eau de rose. L'eau de rose, c'est vraiment l'ingrédient méditerranéen. Hein. Et maintenant, je vais essayer en fait à la paille, à la pipette, hein, peut-être. Je ne sais pas, c'est de le faire rentrer à l'intérieur, mais ça ne me semble pas être une réussite. Et je ne vois pas comment arriver jusqu'au milieu du poisson. Donc là, voilà, chers amis, on est sur quelque chose d'un peu compliqué. Personnellement, j'aurais mis un filet donc d'eau de rose et de jus avant de refermer la pâte. Alors c'est ce qui est évoqué pour une autre recette, celle des lamproies, mais là, le texte de la recette est limpide. Hein, donc après que ça a bien cuit, on ajoute. Donc ça, on fait au mieux. Hein. J'ai bien imbibé les chairs de mon poisson. Ce que je propose, c'est de découper et de goûter. Voilà. Et si jamais on n'a pas l'acidité et le goût de la rose, eh bien on en rajoutera un petit peu dans notre assiette. Bien. Ben, il ne me reste plus qu'à goûter notre pasté de truite. Ben, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve déjà qu'il y a une belle couleur qui est donnée notamment par le safran. Super chaud. On sent bien le goût de la truite. L'épice qui domine, effectivement, c'est plutôt le safran. Hein. Ouais. On sent vraiment beaucoup de safran, c'est logique. Et ce mélange de verjus et de rose est vraiment surprenant. Bien, chers amis, je vous propose donc de réaliser également chez vous votre pâté de truite, une recette du Libère de Coquina. Et n'oubliez pas, si cette émission, si ces recettes de Kurema ont l'heure de vous plaire, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Aussi, nous avons deux questions en français sur des petites questions de méthodologie culinaire. La première question est de savoir par quel agrume moderne nous pourrions remplacer le jus d'orange amer si nous n'avons pas à notre disposition. Ben, l'orange amer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bigaradier, qu'on peut appeler aussi des fois l'oranger de Séville. Hein. On en trouve quand même, hein, on en trouve peut-être pas très facilement, mais on peut en trouver. Et c'est vrai que le jour où on a réalisé cette recette, ben voilà, je n'en avais pas. Mais après, peut-être par un jus, tout simplement un jus de citron, bon, qui n'aura peut-être pas l'amertume, mais peut-être plus d'acidité, ou un jus de cédra. Mais voilà, sinon, c'est le bigaradier. Yeah. I just want to add something, if it's possible.
Okay. You hear me? Yes? Yeah. Yes. Maybe in the recipes of Korima, there's another one which is frittata, an omelette for prostitutes, and this in this recipe, the recipe says that we have to use orange. This is bitter orange. So we substitute, if you see this recipe, we substitute this juice of bitter orange by a mixture of juice of orange with lemon, trying to find again a kind of taste. It's not exactly the same, but it can be a solution. Here in the recipe, we used a verjuice to try to find the acidity of probably the original recipe. But it's a real problem, in fact. Okay. Thank you. Nous avons quelques commentaires de Béatrice Regnault qui dit par exemple qu'elle remplace, elle, le Bigaro par du pamplemousse et qui se demande si on ne pourrait pas verser l'eau de rose avec un petit récipient simplement en penchant la truite. Oui, j'avais pensé à ça. Oui, on peut très bien pencher la truite. Après, comme on a voulu mettre notre mélange d'eau de rose et de jus acide directement à la sortie du four, notre pâté de truite était encore chaud. On n'a pas voulu me brûler non plus. Je tenais à ce qu'on puisse quand même goûter le pâté de truite au minimum tiède, parce que la chaleur est quand même un exhausteur de goût et ça permettait de mieux révéler les saveurs et les arômes. Ensuite, ce type de pâte est réalisé un peu plus friable qu'une pâte brisée classique. Et c'est vrai qu'en manipulant la truite, en prenant le risque de la pencher, on aurait pu également casser le pâté de truite. Mais effectivement, en travaillant à la pipette comme ceci, si on arrive à pencher la truite, le liquide peut mieux couler jusqu'au milieu. Et je pense que c'est ce qui serait à faire en laissant refroidir le pâté. De toute façon, il n'est pas dit qu'au Moyen-Âge, c'était consommé chaud. Là, c'était vraiment un choix personnel. Yes. Another question, I think. Yes, last one before the break. La couleur blanche. Ah non. I have a second question. La couleur blanche de la pâte est-elle volontairement laissée? N'y aurait-il pas des précisions sur une éventuelle dorure à l'œuf? I checked in the original recipe. There is no precision on this question. So we have no reason to do it. Maybe it's less satisfactory for our taste today. Don't forget maybe that it is eventually a recipe for Lent. So in that case, we don't use any egg. So the choice of oil, which is really mentioned in the recipe, is I think the good choice. And I checked also the mixture of liquid that we had in the recipe. I read it to you. Postquam fuerit bene coctur, after it was cooked, per illa foramina ponatur, put in these holes, the 2 holes, aqua rosacea, rose water, et succus citrangulorum, and juice of
bitter orange, well limonum, or lemon. So we can use also lemon juice in this recipe instead of bigarade juice. Last question? Yes, Je last me question. permets juste d'intervenir, Bruno, ce que tu as dit par rapport à la dorure et le temps de carême ou le jour maigre, c'est quelque chose de vraiment très important parce que souvent, aujourd'hui, on prend tendance à dorer systématiquement les pâtés, les tourtes, et il ne faut jamais oublier pour le cuisinier moderne qui aimerait reconstituer, entre guillemets, cette cuisine du Moyen-Âge, cette prise en compte justement du gras et du maigre qui ne l'est pas assez à mon avis. Merci. Cette question est de Marion Lamé. La question du geste et du tour de main semble prégnante et il me semble qu'elle est rarement décrite dans les livres de recettes, du moins dans ce que j'ai vu passer au sein de Corema. Est-ce qu'un rapprochement avec l'histoire des techniques ou l'histoire de l'artisanat, où se pose cette question du geste et du tour de main dans certaines réalisations, aiderait à explorer ou pourrait être un rapprochement mythologique trop pauvre? Donc, the question is, I have to summarize it in English because I will answer in English. So the question is the relationship between gestures in the cookery recipe and gestures in the other technical areas. Of course, we have to compare this. It's the ambition among other ambitions of the next symposium, the symposium of the next year on the recipes. We will compare the cookery recipes and the other recipes in alchemy and other techniques, of course. It is usually the same problem with this way to do. How can we do today to make these recipes? The experience from the cook is important, but today I don't say that I do is exactly that do a cook in the Middle Age. And in the modern kitchen of 21st century, we don't have the same, la même gestuelle en fait. Okay. Of course. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette de beignets de pommes. Cette recette, elle est extraite d'un manuscrit culinaire occitan du XIVe siècle qui s'appelle le Modus. Le musée Archéos vous propose une visite unique parmi des collections d'objets provenant de la région de Douai, dans le département du Nord. Allant du Paléolithique jusqu'à la fin du Moyen Âge, et situé sur un ancien site de production de poterie des XIIIe et XIVe siècles, on peut notamment y admirer des céramiques destinées à la table comme à la cuisine. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici au musée-parc Archéos. Nous nous trouvons dans le Portus et je suis en compagnie du professeur Bruno Loriot. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien. Cette année, les recettes de Corema vont s'attacher à vous proposer de nouvelles recettes dans une démarche d'archéologie expérimentale. Alors cette recette provient du Modus. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce réceptaire? Alors le Modus, c'est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Et donc c'est un manuscrit qui a été écrit dans un latin mêlé d'occitan. C'est très intéressant parce qu'il nous offre une vue tout à fait unique sur la cuisine qui se pratiquait dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest de la France, est-ce qu'on peut imaginer qu'on a une influence espagnole? Oui, une influence incontestable, par exemple de la Catalogne, sur ce type de cuisine. Donc, si je lis un peu ce qu'on tire de ce texte, donc ad faciendum entremeis. Entremeis, c'est le nom de la recette, c'est un entremets.
Donc, Recipe Pomas corticata, ça veut dire prendre des pommes qui sont épluchées, hein, et couplées, donc skinde ea modum rude larum, c'est-à-dire tu les coupes en forme de rouelle, de roue, c'est-à-dire de tranche en fait, hein, et proike grana beis, ça on imagine. Les pépins. Voilà, exactement, on enlève les pépins. Donc, Recipe aquam croqueatam, on prend de l'eau safranée. Donc ça, on va utiliser du safran. Du safran, du safran qu'on va mélanger à de l'eau. Oui, oui, tout à fait. Et puis alors, on le et cum ipsa distempera farinam. Donc on mélange avec de la farine, hein, et factaliter quotsit spissa unum parum, mais on mélange de telle manière que ça soit un peu épais. Deinde pone poma intus pastam. Ensuite, on met justement les pommes dans la pâte. Pone rudelas in patena unam post aliam. On pose les petites pommes enrobées dans la pâte. Et quando erunt cocte, donc quand c'est cuit, superponer des sucres, on saupoudre de sucre. Voilà, donc c'est une recette très simple en fait. Extrêmement simple. Mais avec quand même quelques petites interrogations, enfin, la principale étant ce que l'on met derrière ce mot patena. Voilà, exactement. Pour cette patena, en fait, on pourrait faire tout bonnement une cuisson comparée. Ça serait intéressant de voir comment réagissent nos beignets et quelle est la différence dans le phénomène de cuisson entre mobilier métallique et mobilier céramique. Ça me paraît une très bonne idée. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de pommes. Pour faire la pâte, eh bien, on va utiliser de l'eau ainsi que du safran et de la farine. Alors, je pars dans l'idée effectivement de mettre de l'huile dans notre patena, dans notre récipient. Et enfin, eh bien, du sucre que l'on va pouvoir mettre par-dessus ces beignets avant de les servir. Alors pour démarrer cette recette, on va naturellement commencer par éplucher les pommes comme il est dit dans la recette. Et c'est quel genre de pommes que tu utilises? Alors là, on va prendre de la Boskop. Allez, et donc on va les couper en rondelles un petit peu épaisses. On va faire nos rouelles avec une pointe fine de couteau. Je fais un petit cercle pour enlever l'intérieur. Alors, est-ce qu'ils enlevaient tout le trognon ou est-ce qu'ils n'enlevaient que les pépins? Mais ça, Ici, il est dit proike grana, c'est-à-dire on enlève les graines, quoi. Les graines. Oui, c'est ça. Et voilà. Nos rouelles de pommes sont faites. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la pâte. Donc, pour faire cette pâte, au safrané. Tout à fait. Alors, on va mettre du safran dans le mortier. Voilà. Et je verse. Alors, je rajoute un petit peu d'eau. Et ainsi, on mélange avec le safran et on a une belle couleur orangée, tu vois. Oui. Et on va pouvoir ajouter notre farine. Alors, on risque d'avoir des grumeaux, hein. Normalement, il vaut mieux faire un puits de farine et mettre l'eau à l'intérieur. Et là, les quantités, on doit mouiller, là? Oui, là, on y va complètement... Parce que le résultat n'est pas forcément le même, hein, selon la quantité. Alors, le résultat n'est pas forcément le même, mais là, on doit avoir une pâte épaisse. Et donc, du coup, on va jauger cette proportion entre la farine et l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance voulue. Donc, la pâte est suffisamment épaisse là pour bien adhérer à la pomme. Et après, je vais fariner légèrement, même si ce n'est pas dit dans la recette, histoire de pouvoir former un bon beignet qui ne se casse ou ne se défasse pas trop. Voilà, je réalise comme ça 3 beignets qu'on va pouvoir ensuite cuire immédiatement. Ok. Allez, donc démarrage de l'expérience à 13h06, je plonge les beignets. Détail du protocole de l'expérience des cuissons comparées entre mobilier métallique et céramique. Tout d'abord, il faut monter le foyer en température à 220 degrés Celsius avec une tolérance de 10%. Démarrer l'expérience après 10 minutes de mise en chauffe. Effectuer un relevé de 3 températures, foyer, huile, à cœur, toutes les 2 minutes. Retourner les beignets à mi-cuisson. Sortir un beignet à 6 minutes, 8 minutes et 10 minutes. Et pour finir, dégustation et comparaison.
Bon, ben voilà, fin de l'expérience. Allez, fin de l'expérience. Premier style. On goûte vite fait. Ouais, on va goûter vite fait. Alors, on voit peut-être que le dernier qui est resté 10 minutes, il est peut-être resté un peu trop longtemps. Alors là, je récupère du sucre, hein, de mon pain de sucre. Alors avec le vent, c'est pas évident parce que j'en mets partout. Alors ce sucre, je propose de le piler. Ça permettra d'avoir plus de blancheur en fait. Bon, et bien là, maintenant, il va falloir goûter ces beignets de pommes. C'est encore bien fumant. Ouais. Bruno? Oui. C'est pas mal. Super. Mmh. La pomme, elle est complètement fondante à l'intérieur. Alors c'est un peu... La croûte est un petit peu... Elle est craquante, mais elle est un peu dure, non? Oui. Moi, la croûte, je trouve qu'elle est croustillante, mais elle n'est pas entièrement cuite. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Elle est pas entièrement cuite. Je pense que sur les autres, ça sera plus probant. Donc on va essayer... Par contre, on sent pas du tout le sucre. Alors là, vraiment... Oui, mais j'en ai pas mis énormément. Hein. Il faudrait que j'en rajoute plus. Moi, ça me va très bien, mais bon. J'aurais voulu en mettre plus, mais le vent met la moitié à côté. Merci. Donc là, on est sur le beignet à 8 minutes. À 8 minutes. Ouais. Il a l'air superbe. Hein. Ouais. L'aspect visuel, déjà, est très intéressant. Ouais. L'aspect visuel est très, très intéressant. Ah oui. On voit sur la tranche, hein, la cuisson, la pomme fondante à l'intérieur encore. Il est croquant. Il est moins dur. Donc ça passe mieux. Hein. Celui-là est mieux. Ouais. Simplement 2 minutes d'écart. Ouais. Et le dernier. Donc là, on a une cuisson à 10 minutes. Donc je rappelle, dans la recette, rien. Il n'y a aucune indication de temporalité. Comme dans la majorité des recettes, Voilà. de toute façon. Hein, mais c'est même pas dit que c'est bien cuit ou très cuit. Ou rien du tout. C'est vrai que parfois, certaines recettes nous donnent, même si la durée de cuisson n'est pas indiquée, ils nous disent cuire très bien ou cuire un petit peu. Là, on n'a aucune indication. On sent plus la pâte, en fait. Voilà. Et alors là, ce qu'on sent plus, c'est le safran. On sent très fort, le safran, là. C'est vrai. Ouais. Ces 2 minutes de cuisson en plus, en fait, changent complètement le goût. Oui, en fait. l'acidité de la pomme a disparu quasiment. Et à la place, on sent la pâte, et donc on sent le safran. Le safran. Ouais. Mais c'est sympa aussi, mais c'est moins bien. Personnellement, donc, 8 minutes, c'est le mieux. On essaye maintenant de faire une cuisson comparée dans un mobilier céramique. Donc on va utiliser un poêlon en terre cuite et refaire exactement la même expérience. A tout de suite. On peut constater à l'œil que dans la cuisson en mobilier céramique, en fait, la cuisson est beaucoup plus lente, beaucoup plus douce et nos beignets ne sont toujours pas cuits. Donc on n'a pas enlevé nos beignets à 6, 8 et 10 minutes comme on l'a fait précédemment parce que concrètement, ça ne servait à rien. Je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement prêts à la fin de la cuisson qui est maintenant. Si on doit tirer une conclusion de cette expérience, c'est qu'effectivement, la cuisson en mobilier métallique est nettement mieux indiquée pour ce type de beignet. Oui, je pense que c'est la conclusion qu'on peut en tirer. On n'a pas encore goûté, hein, mais bon. On n'a pas encore goûté, mais de toute façon, pour l'instant, c'est toujours pas cuit. Donc, chers amis, Bruno a envie de tenter l'expérience jusqu'au bout et d'en goûter un. Personnellement, faut que tu mettes du sucre. Hein. Oui, je vais mettre du sucre. Mais voilà, on peut constater que la pâte à beignet, en fait, elle n'est pas cuite. Elle est, on a un mélange de farine et d'huile. Donc la pâte n'est pas cuite. C'est ignoble. Elle est vraiment gluante. On sent bien le safran. Mais l'intérieur, c'est un délice. Parce que la pomme a totalement fondu. Elle est très très tendre, elle est superbe. La pomme, elle est croustifondante. Ouais, elle a gardé une certaine fermeté. Magnifique. Et en même temps, elle fond dans la bouche. On a bien le goût du safran.
mais au niveau de la pâte, c'est une horreur. Alors voilà, l'archéologie expérimentale, mesdames et messieurs, ce n'est pas que des bonnes choses. Oh, je t'en prie. En tout cas, voilà, cette première recette s'achève avec ces beignets à la pomme, donc recette tirée du Moodus. Si vous devez réaliser vous-même, eh bien, je vous conseille vraiment d'utiliser une poêle métallique comme on l'a fait en première expérience. Les résultats sont bien meilleurs. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons bientôt avec d'autres recettes, toujours dans ce magnifique écrin qu'est le Portus du Musée Parc Archéos. À bientôt. Hello, everybody. Virginie, you select the questions. Yes, first one is mine question. Donc, Fabien, tu parles d'une poêle métallique et pourquoi pas utiliser un chaudron avec plus d'huile? Oui, mais effectivement, on aurait pu tout aussi bien utiliser un chaudron. Là, comme je voulais faire des cuissons comparées, j'ai préféré utiliser des contenants en fait, qui se ressemblent. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre une marmite en céramique et un chaudron en fer. Après, les choix ont été aussi dictés par le tournage. Là, c'est pour des simples raisons techniques également. Le fait de le faire dans une poêle et dans un poêlon, ben, ça permettait à la caméra d'avoir une bien meilleure vue de ce qui se passe que si on devait filmer à l'intérieur du chaudron ou d'un pot. D'autant plus qu'avec le feu, avec toute la fumée qui se dégageait, c'était beaucoup moins évident pour les caméramans de venir au-dessus du foyer. Voilà. We need to precise, il faut qu'on précise qu'on a fait une expérimentation non seulement avec des récipients d'époque ou au moins reconstitués, mais également à l'extérieur. Oui. Donc un feu à l'extérieur en foyer ouvert. Donc c'est une double contrainte. Hein. There was a double problem to use ancient vessels or facsimiles of ancient vessels, and also to use open fire, which is a double difficulty, of course. There is a question from Cornelius Berthold. Yes, it's about the apple. Sorry for the nitpicking question, but was using such a recent species as Bosco just a practical issue or a deliberate decision because its properties were close enough to attest medieval apple varieties? You're perfectly right. It was just a practical issue. And this is what we found when we went at the market. And if you realign this recipe, of course, maybe you can choose other kind of apples, maybe ancient varieties. But in the Middle Ages, there was already different kinds of apples, some acid, some sweet. So it's a question of choice. It's a southwest region area, so maybe we have to choose an apple from the southwest area. The now varieties of apples, we are not sure they are the same as in the Middle Ages, but it was a practical issue. Thank you for this question. It is a very good question. Yeah, it was practice. Yeah, but the Boskop, she's sweet and acid. I think, yeah, pour moi, ce mélange qu'elle a de douceur et d'acidité, je le trouve assez intéressant. So it can be a good compromise. Yeah, a good compromise.
Cette fois-ci, on a une question redondante sur le matériel, la type d'huile ou de corps gras utilisé Oui. pour la friture. D'une part, on nous pose la question de savoir s'il y a des différences régionales marquées, et d'autre part, si il s'agit d'un corps animal ou d'une huile végétale. Là, la recette est claire, hein, c'est de l'huile, hein, donc il n'y a aucun doute là-dessus. On est plutôt dans une configuration de plat de carême, hein, un plat maigre, hein, donc voilà, il n'y a pas de raison d'utiliser du corps gras. Par ailleurs, sur la répartition régionale des graisses, donc c'est assez bien connu, hein. Les civilisations effectivement du Sud, bah, c'est plutôt des civilisations à l'huile, mais on utilise aussi des corps gras, hein. Le beurre, par contre, c'est plutôt la partie atlantique de l'Europe. Voilà. Et pour rajouter quelque chose à ce sujet-là, vendredi prochain, nous verrons dans une des recettes que je présenterai que là, j'ai justement l'huile de colza qui est tout à fait spécifiée. Oui, du Nord, hein, donc... On a maintenant une question beaucoup plus scientifique sur la température optimale de cuisson. Marion Lamé se demande pourquoi avoir choisi 220 degrés alors qu'actuellement, quand on parle des beignets de cuisson, on est plutôt sur une température optimale de 180 degrés pour ne pas avoir un durcissement de la pâte. Oui. Alors, la température de base choisie pour le foyer est de 220 degrés pour le foyer, ce qui nous donne une température de l'huile aux alentours de 180 degrés. Entre 180 et 200 degrés. En fait, l'huile, on l'a fait préchauffer pendant quelques minutes avant d'y plonger le beignet. Et quand on met le beignet, de toute façon, l'huile chute en température. Et ensuite, il y a une remontée progressive. Et si on a choisi cette température de 220 degrés, c'est pour essayer d'avoir quelque chose d'optimal au niveau de la température de l'huile en mobilier métallique. Parce qu'en mobilier céramique, on se rend compte que la diffusion de la chaleur n'est pas du tout la même et on a une température trop basse qui ne permet pas au beignet de frire et au contraire, il absorbe toute l'huile et vous avez bien vu, à la fin, le résultat n'est pas optimum. Après, c'est une question de protocole aussi. En archéologie expérimentale, ce qui est important, c'est de définir un protocole et de s'y tenir, de ne pas y varier pour mener l'expérience dans les bonnes conditions jusqu'à son terme. On peut très bien reproduire l'expérience en prenant en compte les réussites ou les échecs précédents. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de refaire cette expérience et non pas en partant pour la poêle métallique et le poêlon céramique sur la même température de foyer, mais faire évoluer la température du foyer vers le haut pour le poêlon céramique pour essayer d'avoir une même température en fait d'huile dans les deux cas, alors que là, notre base, c'était la même température du foyer. On a voulu avoir la même température de foyer. On est parti sur 220 degrés, mais en extérieur, c'est vraiment très compliqué de pouvoir avoir une constante et surtout de mesurer, de bien conserver notre température. Ce jour-là, il y avait du vent qui attisait les braises et en fait, on était plutôt en température haute autour des 240 degrés. On s'était laissé une marge de 10% et on était plutôt autour des 240 degrés. Donc voilà un petit peu les... Merci beaucoup pour toutes ces précisions méthodologiques. Béatrice Renaud fait une petite commentaire qu'il faudrait peut-être confirmer ou infirmer. Peut-on suggérer que les cuissons frites sont plutôt faites avec un métal alors que celles en potage seraient plutôt faites dans de la céramique? De toute évidence, le métal convient mieux pour la friture. Voilà, the metallic furniture is the better materials for friture. Après, en ce qui concerne les potages, selon les réceptaires, on a des précisions
Hein, on a certains récepteurs comme Dufay de cuisine, de Maître Chicard, qui nous donnent vraiment des précisions sur les récipients utilisés. Et on peut avoir aussi bien du métallique que du céramique. Mais c'est pas voilà, il y a aucune obligation. Et puis après, des fois, on nous dit juste un pot. Alors le pot, personnellement, j'ai tendance à quand je fais mes expériences, quand l'auteur me parle de pot, j'ai tendance à utiliser un pot en céramique. Mais j'en discutais récemment avec Charles Viau et Aurélie Chantran. Il y a aussi des pots métalliques. Voilà. Après, c'est une question de choix par rapport, par rapport au terme employé. Pour utiliser un chaudron métallique, voilà, quand je vois le terme de chaudière, j'ai plutôt tendance à utiliser du métal que de la céramique. Voilà, c'est vraiment des questions assez personnelles en fait et assez subjectives, mais on est obligé de faire des choix devant la précision des consignes. Okay, Aurélie says to us that it's not in the QR channel, another channel, a secret channel. She says that in the archaeological context, she has found that some kokmar, means a ceramic vessel, are used for fry some dishes. So it's quite possible. In fact, you're right. And in archaeology, she stressed that they have no more metallic remains, so they have to use the ceramic remains. Okay, thank you very much for this very, very interesting debate. I'm happy that we had that we succeeded to show our 3 videos that you can find again in our YouTube channel. And I want to say also that tonight, French time, there is another session of demonstration. Okay, bye-bye. Have a good day. Yeah, see you. Bye.